Mon frère a essayé de me piéger avec de la drogue pour se sauver lui-même. Et mes parents m'ont dit d'être le plus intelligent des deux et de porter le chapeau, parce qu'un casier judiciaire ne me ferait pas de mal. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. Je suis un homme de 31 ans et je travaille comme technicien sur les tours de téléphonie cellulaire. Ces gars qui grimpent sur ces tours de 120 mètres que vous voyez le long des autoroutes. C'est de l'argent facile, des horaires stupides, et une règle d'or, si vous êtes positif à un test de dépistage de drogue aléatoire, vous êtes viré. Pas de seconde chance, pas d'appel, juste viré. Écoutez, je ne dis pas que je suis un saint, mais je dis que lorsque vous faites un travail où un seul test sale signifie que vous êtes au chômage, sans abri et sur la liste noire de toute une industrie, vous avez tendance à rester propre comme un sous-neuf. La chose la plus forte dans mon système est mon complément de pré-entraînement et une boisson énergisante occasionnelle quand je fais des doubles quarts de travail. Mon frère avait 27 ans, un diplôme en finance, travaillait comme analyste junior et passait la majeure partie de son énergie à prétendre qu'il était déjà directeur général. Il s'était récemment fiancé à cette fille qui postait des photos de ses smoothies du matin comme si elle guérissait le cancer. Mes parents le traitaient comme s'il avait personnellement inventé l'argent. Moi, j'étais la roue de secours, le bizarre qui ne voulait pas travailler dans un bureau. Celui qui s'en sort bien, mais ce n'est que du travail manuel, vous voyez? Tout a implosé un mercredi matin à 5 heures. J'étais sur le terrain de rassemblement dans le Nebraska, en train de charger du matériel d'escalade dans un camion de l'entreprise. Je vérifiais les mousquetons quand mon superviseur de site s'est approché. Un gars nommé Valdez, ancien marine, qui portait son presse-papier comme une arme. Son visage me disait tout avant même qu'il n'ouvre la bouche. Il a dit, « J'ai besoin de toi dans la caravane du bureau, maintenant. » Je me suis levé. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a répondu, « La conformité veut te parler. » Mon estomac s'est noué. La caravane du bureau avait un téléphone à haut-parleur sur la table. Valdez a fermé la porte. La voix sur le haut-parleur était celle d'une professionnelle du siège. Elle a dit, « Bonjour. Ici la sécurité et la conformité du siège. J'appelle concernant un rapport d'incident déposé via notre ligne directe de sécurité anonyme lundi soir à environ 22h34. » J'ai dit, « D'accord. » Quel incident ? Elle a continué, le rapport allègue l'observation d'un comportement altéré lors d'activités de travail critiques pour la sécurité. Élocution trouble, mauvais contrôle moteur, jugement erratique lors de votre dernière ascension de tour. Les mots m'ont glacé le sang. Quoi ? Elle a poursuivi, la politique de l'entreprise exige une action immédiate pour tout rapport de suspicion raisonnable impliquant l'usage de substances. Vous serez transporté vers un établissement de tests certifié dans l'heure pour un dépistage complet de drogue. Vous êtes placé en congé administratif non payé en attendant les résultats. Je ne fumais pas, je ne prenais pas de pilule. La chose la plus proche de la drogue que je prenais était de l'ibuprofène pour mes épaules et mes genoux. Mais rien de tout cela n'importait. Dans mon monde, l'accusation valait culpabilité jusqu'à ce qu'un gobelet en plastique dise le contraire. Elle a continué de parler, vous resterez en congé sans solde en attendant les résultats des tests. Vos informations d'identification de site seront suspendues. Un représentant de l'entreprise vous transportera vers l'établissement de test. Des questions ? J'ai demandé, ouais. Qui a fait le rapport ? Une légère pause. Elle a répondu, cette information est confidentielle pour protéger l'intégrité de notre système de signalement de sécurité. J'ai dit, donc, c'est anonyme. Elle a répliqué, nous prenons toutes les préoccupations de sécurité au sérieux, quelle que soit la source. Valdez a pris la parole, je travaille avec lui depuis 3 ans. Je n'ai jamais rien vu de tel. Sa réponse fut fluide, nous apprécions ce retour, mais la politique est la politique. Le siège traite les rapports de la ligne directe sur les rôles critiques pour la sécurité comme une suspicion raisonnable. Votre superviseur a rempli la liste de contrôle de documentation ce matin. La mâchoire de Valdez s'est serrée. Il avait dû cocher des cases sur un formulaire en sachant que c'était absurde, puis l'envoyer à la direction quand même. Elle a conclu. La ligne a coupé. Valdez avait l'air de vouloir mettre son poing à travers le mur. Il a dit, c'est ridicule. J'ai dit, ouais. Il a demandé, tu es complètement propre ? J'ai hoché la tête. Il a dit, alors le test te blanchira. Reste tranquille. 30 minutes plus tard, un gamin est arrivé portant un coupe-vent de l'entreprise. Il avait un presse-papier et une énergie nerveuse.
Le gamin m'a conduit pendant 45 minutes jusqu'à une clinique de santé au travail, en silence. Je faisais des calculs dans ma tête. J'étais sur un projet payant 68 $ de l'heure de base plus 110 $ d'indemnité journalière. Je travaillais 6 jours de 12 heures, soit 72 heures par semaine. Avec les heures supplémentaires, je gagnais environ 6600 $ par semaine avant impôt. Un appel téléphonique anonyme venait de me coûter au minimum une semaine de salaire, peut-être tout mon poste dans cette équipe. La clinique a fait la procédure standard. L'infirmière m'a guidé à travers le processus. J'ai demandé des copies de tout. Elle a haussé un sourcil, mais les a imprimés quand même. Ils ont scellé l'échantillon, l'ont étiqueté et ont tout documenté. L'infirmière a dit, résultat dans 3 à 5 jours ouvrables. Le gamin m'a ramené au motel où l'équipe logeait. Il n'a pas dit un mot. Il m'a juste déposé et est parti. Il était 11h20. J'étais debout depuis 4h30. J'étais officiellement sur la touche jusqu'à nouvel ordre. Je me suis assis sur le lit du motel et j'ai sorti mon téléphone. 23 appels manqués. 8 de ma mère, 6 de papa et 9 de mon frère. Des SMS aussi. La plupart disaient, rappelle-moi, nous devons parler, est-ce que ça va? Mais l'un d'eux ressortait du lot, venant de maman, s'il te plaît, réponds. Ce n'est pas ce que tu penses. Nous pouvons expliquer. J'ai fixé l'écran. Nous pouvons expliquer. Ce qui signifiait qu'il savait déjà ce qui s'était passé. Voici ce que je savais. Lundi soir, 2 jours avant le test, mon frère s'était présenté à mon appartement à l'improviste. Vers 21h, l'air stressé. Il voulait emprunter mon camion. Il avait dit, j'ai juste besoin de déplacer quelques affaires pour sa fête prénuptiale. Je lui avais dit non. Mon camion était un Silverado 2018, et la benne contenait 15 000 $ de matériel d'escalade et d'équipement. Je ne le prêtais jamais. Il avait eu l'air blessé et avait dit, sérieusement, je suis ton frère et c'est mon camion. Loin Huol. Il avait changé de tactique, je peux au moins traîner un peu ici? Elle a une de ces crises. J'ai besoin d'espace. J'étais épuisé. J'avais un départ prévu à 4h du matin. J'ai dit, bien, je vais au lit. Verrouille la porte quand tu pars. Il s'était assis sur mon canapé en faisant défiler son téléphone. J'avais pris une douche et m'étais effondré. Quand je suis parti au travail à 3h45, il était parti. Porte verrouillée. Pas de mots. Je n'y avais pas pensé. Maintenant, j'y pensais très fort parce que mon camion avait été sur le parking, déverrouillé parce que c'était un complexe sécurisé, seul avec mon frère pendant des heures. J'ai ouvert mes SMS et j'ai remonté le fil. Il y a 3 semaines, il m'avait posé des questions sur mon calendrier de dépistage de drogue. Il avait demandé, à quelle fréquence te teste-t-il vraiment? Genre, est-ce vraiment aléatoire ou est-ce sur un calendrier? J'avais répondu, aléatoire signifie aléatoire, imbécile. C'est tout le principe. Il avait ri et dit, je me demandais juste comment il garde une trace de tout le monde. Cette conversation prenait un sens différent maintenant. J'ai fixé mon téléphone et la rage a commencé à monter. Mon téléphone a vibré. Maman encore. J'ai répondu. Elle pleurait déjà. Elle a dit, bébé, est-ce que ça va? Nous avons entendu ce qui s'est passé. J'ai demandé, comment avez-vous entendu? Elle a répondu, ton frère nous l'a dit. Il est tellement inquiet pour toi. Bien sûr qu'il l'était. J'ai dit, maman, je vais bien. Je n'ai rien fait. Elle a dit, nous savons, chérie. Nous savons que tu ne l'as pas fait. Nous voulons juste aider. J'ai demandé, aider à quoi? Une longue pause. Elle a dit, viens dîner ce soir. Nous devons en parler en famille. Elle a raccroché avant que je puisse argumenter. Mes parents vivaient dans une de ces banlieues standardisées. Tout était beige. Entretien de la pelouse mandaté par l'association de propriétaires. La BMW de mon frère était dans l'allée. La Lexus de papa aussi. Je suis entré. Personne n'a dit bonjour. Maman était dans la cuisine en train de nettoyer nerveusement des comptoirs qui étaient déjà propres. Papa était à la table de la salle à manger avec un bloc-notes jaune et ses lunettes de lecture, polo, pantalon. Mode résolution de problème. Mon frère était sur le canapé, voûté sur son téléphone, aucun contact visuel.
Je suis resté dans l'embrasure de la porte. J'ai dit, très bien, je vous écoute. Papa a levé les yeux, assieds-toi. J'ai répondu, je suis bien debout. Il m'a lancé ce regard, c'est sérieux. Assieds-toi. J'ai tiré une chaise. Je me suis assis. J'ai croisé les bras. Maman s'est retournée. Ses yeux étaient rouges. Elle portait un tablier même s'il n'y avait pas de nourriture en train de cuire. Elle a commencé, la voix tremblante, chérie, nous devons discuter de ce qui s'est passé. J'ai dit, tu veux dire la partie où j'ai été viré d'un chantier et forcé de passer un test de dépistage parce que quelqu'un a déposé un rapport bidon? Cette partie-là? Papa est intervenu, nous savons que tu es contrarié. J'ai répliqué, je ne suis pas contrarié, papa. Je suis au chômage sans salaire. Il y a une différence. Il a dit, tu es en congé en attendant les résultats. Ce n'est pas du chômage. J'ai dit, c'est la même chose quand tu ne reçois pas de chèque de paie. Il a balayé cela de la main, le test te blanchira. Ce n'est pas ce qui nous inquiète. J'ai demandé, alors qu'est-ce qui nous inquiète? Silence lourd. Maman s'est assise en face de moi, a croisé les mains. Elle a dit, nous nous inquiétons pour ton frère. J'ai ri. Pas un rire joyeux. J'ai dit, bien sûr que vous l'êtes. Papa s'est penché en avant, il a fait une erreur. Une erreur grave, mais c'est réparable si nous gérons cela correctement. J'ai demandé, quelle erreur? Encore le silence. Maman a regardé papa. Papa a regardé mon frère. Finalement, maman a parlé. La voix à peine au-dessus d'un murmure, il gardait quelque chose pour un ami. Il a paniqué. Il avait besoin d'un endroit où les flics ne regarderaient pas si les choses tournaient mal. Les mots sont tombés. J'ai dit, donc il l'a mis dans mon camion. Personne n'a nié. Je me suis penché en arrière. J'ai dit, laissez-moi m'assurer que je comprends bien. Il avait de la drogue. Il craignait de se faire prendre. Il a décidé que l'endroit le plus sûr pour la cacher était dans mon camion. Le camion que j'utilise pour le travail. Le camion qui passe par les points de contrôle des installations fédérales. Le camion qui fait partie d'une carrière avec des tests de dépistage aléatoires obligatoires. Et puis il a appelé pour faire un signalement afin de me faire retirer du site. Espérant probablement que je serais fouillé ou que l'entreprise enverrait la sécurité pour vérifier mon véhicule. Maman pleurait maintenant. Elle a dit, il n'a pas réfléchi. J'ai dit, sans blague. Il n'a pas réfléchi jusqu'au bout. La voix de papa est devenue tranchante, surveille tonton. J'ai demandé, ou quoi? Vous allez me piéger encore plus fort? Papa a dit, personne ne t'a piégé. J'ai regardé mon frère directement. J'ai demandé, est-ce que tu as passé l'appel? Il n'a pas répondu. J'ai insisté, as-tu déposé le rapport auprès de mon entreprise? Il a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient humides. Il a dit, la voix brisée, je ne pensais pas qu'il te testerait vraiment. Je pensais que ça irait juste dans un système et que ça disparaîtrait. J'ai dit, tu as mal pensé. Maman a tendu la main à travers la table. Je me suis reculé. Elle a dit, il a fait une erreur. Une terrible erreur. Mais c'est ton frère. J'ai dit, il a essayé de me piéger. Papa a secoué la tête, si l'enquête continue, s'il commence à poser des questions sur l'origine de ce tuyau, cela pourrait remonter jusqu'à lui. Il a une carrière. Il est fiancé. Il a un avenir qui ne peut pas se permettre de complications. J'ai dit, et moi non. Papa n'a pas hésité, ton travail est du travail physique. Tu trouveras une autre tour à grimper. Il construit une carrière professionnelle. Il est dans la finance. Une tâche sur son dossier et tout ce pourquoi il a travaillé disparaît. Voilà, c'était dit. Maman est intervenue, ses beaux-parents sont de vieille fortune. Ils ont des normes. Si cela sort avant le mariage, ils retireront leur soutien. Nous nous sommes portés garant pour son appartement. S'il perd son travail, nous perdons la propriété. Il ne protégeait pas seulement mon frère. Il protégeait leur investissement. J'ai demandé, alors, qu'est-ce que vous me demandez de faire? Papa a retiré ses lunettes de lecture. Il s'est frotté les yeux. Il a dit, nous te demandons de prendre la responsabilité. J'ai ri. Responsabilité de quoi? Je n'ai rien fait. Il a dit, nous le savons.
Mais si tu dis que tu l'as fait, si tu dis à ton entreprise que la drogue était à toi et que c'était un problème personnel, alors cela s'arrête. L'entreprise traite cela comme une violation de politique, tu passes à un autre travail et il reste propre. J'ai dit, vous voulez que j'avoue un crime que je n'ai pas commis. Papa a dit, ce n'est pas un crime s'il n'y a pas de procédure judiciaire. C'est juste une question d'emploi. Maman sanglotait. Elle a dit, nous ne te demandons pas d'aller en prison. Dis juste à ton entreprise que c'était une erreur. Prends le coup au niveau de l'emploi. Ensuite, nous passerons tous à autre chose. Papa a corrigé, et il s'en sort propre. Il obtient une seconde chance. Je me suis levé. La chaise a grincé bruyamment. J'ai dit, non. Maman a cligné des yeux, quoi? J'ai dit, non, je ne le ferai pas. Papa s'est levé aussi, tu es égoïste. J'ai dit, je suis égoïste? C'est moi qui ai été piégé. Il a dit, tu es son frère. J'ai répliqué, et il a essayé de me piéger. Mon frère a finalement parlé. Vois petite, pourquoi es-tu comme ça? J'ai dit que j'étais désolé. Je me suis tourné vers lui. Il n'était pas désolé. Il avait peur. J'ai dit, tu es désolé de t'être fait prendre. Tu n'es pas désolé de l'avoir fait. Maman s'est levée. Elle a dit, assez, vous deux. Elle m'a regardé. S'il te plaît, a-t-elle dit, la voix brisée. S'il te plaît, fais ça pour nous, pour ton frère. Sois le plus intelligent des deux. Le plus intelligent. Elle a continué, tu as toujours été le résili, celui qui gère les choses. Il a besoin de toi. J'ai dit, il a besoin de conséquences. La voix de papa a baissé, si tu ne l'aides pas, nous devrons trouver une autre solution. J'ai dit, bonne chance avec ça. Je me suis tourné pour partir. Maman a attrapé mon bras, où vas-tu? J'ai répondu, n'importe où sauf ici. Elle a dit, nous n'avons pas fini de parler. Je me suis libéré, si, nous avons fini. La voix de mon frère m'a suivi, tu vas vraiment les laisser ruiner ma vie? Je me suis arrêté à la porte, je me suis retourné. J'ai dit, je ne laisse personne faire quoi que ce soit. Tu as ruiné ta propre vie. Je refuse juste d'en porter le blâme. La voix de papa était tranchante, si tu franchis cette porte, tu es tout seul. Je me suis arrêté, la main sur la poignée de porte. J'ai dit, j'ai toujours été tout seul, papa. Tu ne l'as juste pas remarqué parce que je ne t'ai jamais rien demandé. Je suis parti. Derrière moi, maman a commencé à hurler. Papa disait quelque chose à propos d'être têtu et ingrat. Mon frère pleurait, demandant ce qu'il était censé faire maintenant. Je n'avais pas de réponse pour lui. C'était son problème. La première chose que j'ai faite après avoir quitté cette embuscade familiale a été d'appeler un avocat, pas les ressources humaines, pas un ami, mais un avocat de la défense pénale. J'en ai trouvé un grâce à une recherche rapide. Son répondeur disait qu'il traitait les affaires de drogue et les fausses accusations. Bingo. J'ai laissé un message. Il a rappelé 20 minutes plus tard. Il a demandé, vous m'avez engagé? J'ai dit, pas officiellement. Il a dit, alors restons généraux jusqu'à ce que vous signiez les papiers. Que s'est-il passé? Alors je lui ai raconté. Le test échouait. Mon frère se montrant lundi soir avec son histoire triste. La réunion de famille où ils se sont tous ligués contre moi. Tout le discours du « porte le chapeau pour ton frère ». Il n'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai fini, silence total pendant peut-être 3 secondes. Il a dit, très bien. Si vous voulez que je m'occupe de ça, signez le mandat que j'envoie ce soir. D'ici là, voici ce que vous faites. Ne parlez pas à votre famille. Ne conduisez pas ce camion. Faites des captures d'écran de tout ce qu'il vous envoie. Et quand les flics se présenteront, quand, et non si, vous direz une seule phrase, je veux que mon avocat soit présent. Pas, je pense que j'ai besoin d'un avocat. Pas, peut-être que je devrais appeler quelqu'un. Ces mots exacts. Ensuite, vous vous taisez et vous m'appelez. Compris? J'ai dit, compris. Il a dit, bien. Signez ce mandat. Nous prenons les devants avant que votre idiot de frère n'aggrave les choses. Je l'ai signé 1 heure plus tard. 2500 $ juste pour commencer. Mais honnêtement, c'est le meilleur argent que j'ai jamais dépensé parce que mercredi soir, le soir même de la réunion de famille,
quelqu'un a frappé à la porte de ma chambre de motel. J'ai regardé par le Judas, 2 flics en uniforme. L'un d'eux avait la main près de sa ceinture comme s'il s'attendait à des ennuis. J'ai pensé, oh, vous plaisantez. J'ai ouvert la porte à moitié et je suis sorti, en la refermant derrière moi. J'ai dit, bonsoir. Le plus âgé a parlé le premier. Un gars trapu, fin de quarantaine, une moustache qui criait, j'étais au sommet au lycée en football. Il a demandé, vous êtes mon nom? J'ai dit, ouais. Il a dit, on a reçu un appel disant que vous gardiez des substances contrôlées dans un Silverado blanc. Camion de travail enregistré au nom d'une entreprise de télécommunications. Ça vous dérange si on vous pose quelques questions? J'ai dit, je veux que mon avocat soit présent pour tout interrogatoire. Les sourcils du vieux flic se sont levés. Son partenaire, un gars plus jeune, propre sur lui, a bougé comme si je venais de dire quelque chose dans une langue étrangère. Le plus âgé a dit, la voix toute amicale maintenant, vous n'êtes pas en état d'arrestation. Nous ne faisons que vérifier un tuyau. Je suis resté là, je n'ai rien dit. Le plus âgé a essayé à nouveau, écoutez. Si vous n'avez rien à cacher, cela prendra 2 minutes. On veut juste s'assurer que tout est cool ici. Toujours rien de ma part. Le jeune flic est intervenu, nous comprenons que vous conduisez un camion de travail. C'est le Silverado blanc sur le parking? Je n'ai pas répondu. Il a demandé, ça vous dérange si on jette un coup d'œil rapide dans votre camion? Il a demandé ça comme s'il demandait à emprunter un briquet. J'ai dit, non. Le vieux flic a penché la tête, non, nous ne pouvons pas regarder. Ou non, ça ne vous dérange pas. J'ai dit, je ne consens à aucune fouille. Le jeune flic a lancé un regard au plus âgé. Sa mâchoire s'est serrée. Il a dit, monsieur, si vous n'êtes impliqué dans rien d'illégal, il n'y a aucune raison de refuser. J'ai répété, je ne réponds pas aux questions sans mon avocat. Le vieux flic a laissé échapper un long soupir par le nez, agacé. Il a dit, bien. Très bien, ne quittez pas la zone. Il s'est repris. Nous apprécierions que vous restiez disponible au cas où nous aurions besoin de faire un suivi. J'ai demandé, suis-je détenu? Il a dit, non. J'ai dit, cool. Je retourne à l'intérieur alors. J'ai ouvert la porte, je suis entré, je l'ai fermée, je l'ai verrouillée. Je suis resté là, le dos contre la porte, le cœur battant comme si je venais de courir un marathon. J'ai essayé de me souvenir de leur numéro de badge, je ne pouvais pas, trop concentré à garder ma voix stable et à ne pas dire la mauvaise chose. J'ai aperçu la plaque nominative du plus âgé, mais la lumière du Porsche était nulle. Peu importait. J'avais l'heure, la description, ce qu'ils avaient dit. Je pouvais les entendre parler dehors. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais l'ambiance était définitivement irritée. Environ 1 minute plus tard, des bruits de pas s'éloignant. J'ai sorti mon téléphone et appelé mon avocat. Ça a sonné 4 fois. Il a répondu, ils sont déjà venus? J'ai dit, ouais, 2 agents en uniforme. Ils ont dit qu'ils avaient reçu un appel concernant une activité liée à la drogue. Ils ont demandé à fouiller mon camion. J'ai dit non. Je leur ai dit que je voulais que mon avocat soit présent. Ils sont partis. Il a dit, parfait. Vous avez tout fait exactement comme il faut. Ont-ils dit qui les a tuyautés? J'ai dit, non, mais nous savons tous les deux que c'était mon frère. Il a dit, probablement. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est que vous ne leur avez rien donné. Pas de consentement, pas de déclaration, pas d'explication. Soit ils reviendront avec un mandat, soit non. S'ils le font, nous gérons ça à ce moment-là. J'ai demandé, alors, quoi maintenant? Il a répondu, comme avant. Ne parlez pas à votre famille. Ne conduisez pas ce camion. Documentez tout. Je vous envoie un formulaire. Écrivez tout ce qui vient de se passer. Heure, nom, numéro de badge si vous les avez. Exactement ce qu'ils ont dit. Exactement ce que vous avez dit. Envoyez-le-moi par courriel ce soir. J'ai dit, d'accord. Il a ajouté, et écoutez, votre frère vient de faire passer ça d'un désordre familial à une tentative de coup monté criminel. C'est une énorme escalade. Il panique et les gens paniqués font des choses vraiment stupides. Nous allons garder une longueur d'avance, mais vous devez rester vigilant. Pas d'héroïsme, pas de confrontation.
Faites juste ce que je vous dis. J'ai dit, je le ferai. Il a dit, bien. Envoyez-moi ce rapport. Je vous contacterai demain. Clic, je me suis assis sur le lit et j'ai commencé à taper. Heure 20h47, 2 agents en uniforme, un plus âgé, un plus jeune. Ce qu'ils ont dit, ce que j'ai dit, tout. Terminé et envoyé par courriel. Contact police mercredi 20h47. Puis je suis resté assis là dans le noir. Téléphone à la main. Mon frère n'essayait plus seulement de se sauver. Il essayait de me brûler. Et il était négligent à ce sujet. Il avait appelé les flics avant d'avoir bien préparé son histoire. Il leur avait donné juste assez pour envoyer des uniformes, mais pas assez pour un mandat. Négligent et stratégique. La pire combinaison. Mais il n'avait pas compté sur une chose. Je n'ai pas paniqué. Je ne les ai pas laissés entrer. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai rien remis. J'ai fait exactement ce que mon avocat m'avait dit. Et maintenant j'avais de la documentation. Une trace écrite. Un avocat de la défense pénale qui avait déjà 10 coups d'avance. Mon frère voulait jouer à ce jeu. Bien. Mais nous ne jouions plus selon ces règles. Mardi matin, les résultats de laboratoire de mon entreprise sont revenus. Les ressources humaines ont appelé. La même femme qu'avant. Elle a dit, vos résultats de test sont négatifs sur tous les panels. Vous êtes autorisé à reprendre le service immédiatement. J'ai demandé, quand est la prochaine rotation? Elle a répondu, l'équipe de Valdez a un chantier dans le Montana qui commence lundi. Vous êtes de retour sur la liste. J'ai demandé, et le rapport? Elle a dit, il a été classé comme infondé. Aucune action disciplinaire dans votre dossier. Elle a fait une pause. Je suis également tenu de vous informer que les représailles contre toute personne qui dépose un rapport de sécurité, même infondé, constituent une violation de la politique de l'entreprise et un motif de licenciement immédiat. C'était là, la couverture juridique. J'ai dit, compris. Je ne prévoyais pas de représailles. Je prévoyais de la documentation. Grosse différence. Elle a dit, vos informations d'identification seront réactivées d'ici la fin de la journée jeudi. Vous aurez un accès complet d'ici lundi matin. J'ai dit, merci. Elle a raccroché. Crise terminée. En grande partie. Je suis resté assis là pendant peut-être 10 minutes à regarder mon téléphone. Résultat de test propre. Travail sécurisé. Casier vierge. Mon frère avait essayé de me détruire et avait échoué, mais il était toujours là, toujours en train de dealer. Utilisant toujours mon camion comme cachette pour autant que je sache. J'ai composé le numéro non urgent de la police locale. J'ai appuyé sur appel. Une voix a répondu, service de police. Comment puis-je vous aider? J'ai dit, j'ai besoin de signaler une possession de drogue. J'ai des informations précises sur quelqu'un qui pourrait transporter des substances contrôlées. Elle a demandé, d'accord. Quel est votre nom? Je le lui ai donné. Elle a demandé, et votre numéro de rappel? J'ai dit, celui-ci. Elle a demandé, qui signalez-vous? J'ai dit, mon frère. Elle a demandé, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il a des substances contrôlées? J'ai répondu, il m'a avoué qu'il cachait de la drogue dans mon véhicule à mon insu. Il a également admis avoir fait un rapport anonyme à mon employeur pour me faire tester quand les choses sont devenues chaudes. Il y avait des bruits de frappe de son côté. Elle a demandé, savez-vous ce qu'il conduit? J'ai dit, Audi A4 argenté. J'ai le numéro de plaque. Elle a dit, allez-y avec la plaque. Je l'ai débité. Elle m'a fait répéter. Elle a demandé, savez-vous où il est en ce moment? J'ai dit, je ne suis pas avec lui. Je suis à mon appartement. Mais il quitte généralement son appartement vers cette heure-ci et se dirige vers le centre-ville pour son bureau. La route c'était son chemin habituel. Elle a demandé, avez-vous vu de la drogue dans sa voiture ou sur sa personne? J'ai dit, non. Je me base sur ce qu'il m'a dit. J'appelle parce qu'il a essayé de me mettre ça sur le dos et je veux que ce soit documenté. Elle a dit, d'accord. Nous demanderons à un officier de faire le suivi. Si nous avons besoin d'une déclaration formelle, quelqu'un vous contactera. Restez disponible à ce numéro. J'ai dit, très bien. Elle a raccroché. Je ne savais pas si cela mènerait quelque part ou si cela finirait juste dans un trou noir.
2 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Une voix a dit, ici l'agent Martinez du service de police. Est-ce que je parle à la personne qui a appelé au sujet de votre frère? J'ai dit, ouais. Il a dit, très bien. Nous avons localisé une Audi argentée correspondant à la plaque que vous avez fournie. Nous avons effectué un contrôle routier près de la sortie du centre-ville après avoir observé une infraction au code de la route. Mon estomac s'est serré. Il a continué, pendant le contact, le conducteur a montré des signes compatibles avec une altération des facultés. Nous avons demandé une unité cynophile. Le chien a marqué le véhicule. Je n'ai rien dit. Je ne faisais pas confiance à ma voix. Il a dit, nous avons localisé des substances contrôlées présumées à l'intérieur du véhicule ainsi que des articles compatibles avec la distribution. Il a été arrêté et transporté pour fichage. J'ai dit, d'accord. Il a ajouté, en raison des indicateurs d'altération, nous demandons également une prise de sang dans le cadre de la procédure de conduite sous influence de drogue. Vous pourriez être contacté par un procureur ou un officier pour une déclaration puisque vos informations ont aidé à initier le contact. J'ai dit, compris. Il a dit, une dernière chose. Ne laissez personne vous faire pression pour changer votre histoire ou ne pas coopérer. S'ils le font, documentez-le et appelez-nous. J'ai dit, compris. Il a dit, nous apprécions l'appel. Nous avons raccroché. Je suis resté assis sur mon canapé à regarder le vide. La rage que je retenais a finalement éclaté. Pas explosive, calme, froide. J'ai ouvert un soda, je me suis assis sur mon balcon, j'ai regardé le soleil se coucher. Vers 20 heures, mon téléphone a commencé à exploser. J'ai retourné mon téléphone face contre terre et je l'ai laissé sur le comptoir. 20 minutes plus tard, quelqu'un martelait la porte de mon appartement. J'ai regardé par le Judas, tous les deux. Maman et papa. Le visage de maman était rouge et taché. Papa avait l'air de vouloir enfoncer la porte. J'ai ouvert. Papa m'a poussé pour entrer dans l'appartement avant que je puisse dire quoi que ce soit. Maman a suivi, pleurant déjà. La voix de papa tremblait. Rage ou panique, impossible à dire, bon sang, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, j'ai signalé un crime. Il a crié, tu as appelé les flics sur ton propre frère? J'ai répondu, j'ai appelé les flics sur quelqu'un qui a essayé de me piéger pour possession de drogue. Il se trouve juste qu'il est mon frère. Maman a attrapé mon bras, ils disent qu'il avait des substances contrôlées dans sa voiture. Ils disent que c'est un dealer. C'est insensé. Il doit y avoir une erreur. J'ai dit, il n'y a pas d'erreur. Il me l'a dit lui-même. Il deal depuis des mois. Papa s'est approché, tu dois arranger ça. J'ai dit, non. Il a dit, dis-leur que c'est à toi. Dis-leur que tu lui as demandé de le garder. Dis-leur n'importe quoi. Je l'ai fixé, tu veux que j'avoue un crime que je n'ai pas commis? Il a dit, nous nous sommes portés garant pour son appartement. S'il est condamné, nous perdons tout. J'ai dit, ce n'est pas mon problème. La voix de maman est devenue aiguë et désespérée, s'il te plaît. S'il te plaît, bébé. Tu ne comprends pas ce que ça signifie. Ils disent que la caution pourrait atteindre 75 000 $. Nous aurions besoin de 7 500 $ juste pour le faire sortir. Nous n'avons pas ce genre d'argent en liquidité. Nous avons besoin que tu nous aides. J'ai dit, je ne paierai pas sa caution. Elle a dit, c'est ton frère. J'ai répliqué, il a essayé de détruire ma carrière. Le visage de papa est devenu rouge, tu penses que tu vaux mieux que lui? J'ai dit, je pense que ne pas vendre de drogue me rend plus intelligent. Il a dit, ouais, nous t'avons mieux élevé que ça. J'ai riposté, vous m'avez élevé pour couvrir les gens qui m'arnaquent parce que j'ai raté cette leçon. Maman sanglotait complètement maintenant, nous allons perdre l'appartement. Nous allons tout perdre. Tu ne comprends pas. Nous avons mis notre retraite dans cet acompte. S'il ne peut pas faire les paiements, la banque le prend. Nous sommes ruinés. J'ai dit, alors vous avez fait un mauvais investissement. Papa a attrapé mon épaule durement, tu vas l'aider. J'ai repoussé sa main, sortez. Il a dit, nous ne partirons pas tant que. J'ai coupé, sortez de mon appartement. Maman a essayé une dernière fois, au moins parle à la police. Dis-leur qu'il a fait une erreur. J'ai dit, je leur dis la vérité. La voix de papa est devenue basse, si tu témoignes contre lui, tu es mort pour nous.
J'ai dit, bien. Ça rend les choses plus faciles. Il m'a fixé comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Puis il s'est tourné et est sorti. Maman est restée là quelques secondes de plus. Le mascara coulait sur son visage, me regardant comme si je venais de tuer quelqu'un. Elle a chuchoté, je ne sais même plus qui tu es. J'ai dit, je suis le gars qui ne porte pas le chapeau pour les bêtises des autres. C'est qui je suis. Elle est partie. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, j'ai mis la chaîne, je me sentais juste fini. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai systématiquement coupé tous les liens financiers que j'avais avec mes parents. Je les ai retirés de mon forfait téléphonique. Ils étaient sur mon forfait famille depuis 3 ans. Je couvrais $160 par mois sans y penser. J'ai arrêté de payer leur système de sécurité domestique. $65 par mois depuis 2 ans. J'ai annulé les services de streaming qu'ils utilisaient. Tout est parti. La facture d'électricité de leur maison qui s'était retrouvée à mon nom il y a 3 ans quand ils avaient temporairement besoin d'aide, j'ai appelé la compagnie d'électricité et je l'ai fait transférer à leur nom. Je n'ai rien annoncé de tout cela. J'ai juste arrêté. Et puis j'ai été contacté par le bureau du procureur. L'affaire de mon frère avançait. Ils avaient besoin que je témoigne sur la chronologie, l'accès à mon camion, la réunion de famille où ils m'ont demandé d'avouer. J'ai rencontré le procureur adjoint, j'ai dit la vérité, j'ai fourni ma documentation, les captures d'écran, les notes contemporaines que j'avais écrites immédiatement après la réunion de famille, les résultats de tests indépendants, les journaux d'appel montrant quand je l'avais signalé. L'avocat de la défense de mon frère a essayé de me dépeindre comme vindicatif, comme quelqu'un ayant une rancune contre son jeune frère qui a réussi. Le procureur a immédiatement mis fin à cela, a souligné les tests de dépistage, la chronologie, les preuves physiques du contrôle routier. Son avocat a essayé un angle différent lors de ma déposition. Il a demandé, n'est-il pas vrai que vous avez refusé d'aider votre frère quand il a fait une erreur? J'ai répondu, j'ai refusé d'avouer un crime que je n'avais pas commis. C'est différent. Il a dit, mais vous saviez qu'il était en difficulté. J'ai dit, je savais qu'il dealait de la drogue et essayait de me faire porter le chapeau pour ça. Ouais. L'avocat n'a pas eu de réponse. 6 semaines plus tard, mon frère a plaidé coupable, a évité la prison ferme, mais a écopé d'un crime grave, d'une probation et du genre de casier judiciaire qui colle comme un chewing-gum à une botte. Sa fiancée l'avait quitté le jour de son arrestation. Aux dernières nouvelles par le téléphone arabe familial, elle était déjà fiancée à un banquier d'investissement à Chicago. Quelqu'un sans casier judiciaire. Mes parents ont perdu l'appartement. Sans ces revenus, ils ne pouvaient pas effectuer les paiements du prêt cosigné. La banque a saisi le bien. Ils ont dû prendre une seconde hypothèque sur leur propre maison pour couvrir ses frais juridiques. 3 mois après la condamnation de mon frère, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas inconnu. C'est ta mère. J'ai dû prendre un nouveau téléphone parce que nous ne pouvions plus nous permettre le forfait. S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé de ce numéro. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. Je l'ai supprimé sans l'écouter. 2 semaines plus tard, ma tante a appelé. La même tante qui m'avait dit que j'avais fait la bonne chose. Elle a dit, tes parents ont des ennuis. De vrais ennuis. J'ai dit, d'accord. Elle a dit, ils sont en retard sur leur hypothèque. Les paiements de la seconde hypothèque les tuent. Ton père parle de déclarer faillite. J'ai dit, c'est malheureux. Elle a dit, ils ont besoin d'aide. J'ai répondu, ils avaient besoin d'aide il y a 3 mois. Ils ont choisi mon frère à la place. Ma tante a soupiré, je sais que ce qu'ils ont fait était mal. J'ai dit, ils n'ont pas juste fait quelque chose de mal. Ils m'ont demandé d'avouer un crime grave pour protéger leur investissement. Elle a dit, je sais. Et je leur ai dit qu'ils avaient perdu la tête, mais ce sont quand même tes parents. J'ai dit, génétiquement, bien sûr. Longue pause. Elle a dit, ta mère a pris des gardes supplémentaires à l'hôpital. Elle a 62 ans. Elle tient à peine debout après une garde complète. J'ai dit, alors elle aurait dû y penser avant de me demander de détruire ma carrière. Elle a dit, je comprends. Vraiment. Je voulais juste que tu saches où en sont les choses. J'ai dit, merci pour la mise à jour. Nous avons raccroché. 4 mois après cela, ils se sont tous présentés à mon appartement.
Pas séparément, ensemble comme s'ils l'avaient planifié. J'étais chez moi lors d'un rare week-end de congé quand la sonnette du portail a retenti. La sécurité a dit, vous avez des visiteurs, vos parents et votre frère. J'ai failli dire à la sécurité de les renvoyer, mais ensuite j'y ai pensé. Ils ont conduit tout le chemin jusqu'ici. Ils ont coordonné les horaires. Ça allait être bon. J'ai dit, laissez-les passer. 5 minutes plus tard, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert. Tous les trois debout là. Maman, papa, mon frère. Maman avait l'air d'avoir pris 10 ans. La Lexus de papa avait disparu. Ils étaient arrivés dans une Honda Civic délabrée qui devait avoir 15 ans. Mon frère avait l'air maigre, creusé, comme quelqu'un qui avait passé 6 mois en probation à réaliser que personne n'embauchait de criminels. Maman a demandé, la voix tremblante, pouvons-nous entrer? Je me suis écarté. Ils sont entrés en file indienne. Personne ne s'est assis. Ce n'était pas une visite sociale. Papa s'est raclé la gorge. Il a dit, nous sommes venus nous excuser. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, j'ai croisé les bras. J'ai dit, d'accord, excusez-vous. Maman a commencé à pleurer immédiatement, nous sommes tellement désolés. Ce que nous t'avons demandé de faire était mal. Nous étions justes. Nous avions peur. Nous ne pensions pas clairement. J'ai dit, vous pensiez clairement. Vous saviez exactement ce que vous me demandiez de faire. Papa est intervenu, nous avons fait une erreur. Une terrible erreur. Mais nous sommes ta famille. Nous te demandons de nous pardonner. J'ai demandé, vous pardonnez de quoi? D'avoir essayé de ruiner ma carrière? De m'avoir demandé d'avouer un crime grave? Quelle partie? Mon frère a parlé pour la première fois, je sais que j'ai merdé. Je sais que ce que j'ai fait était impardonnable, mais j'ai vécu l'enfer. J'ai eu le temps de penser à tout. Je suis différent maintenant. J'ai dit, tu es différent parce que tu t'es fait prendre. Son visage s'est chiffonné, ce n'est pas juste. J'ai dit, tu continues d'utiliser ce mot. Rien dans cette situation n'est juste. Maman s'est avancée, essayant d'atteindre mon bras. Je me suis reculé. Elle a dit, s'il te plaît. Nous avons besoin de ton aide. Nous allons perdre la maison. La banque menace de saisir. Le fonds de retraite de ton père a disparu. Nous avons tout utilisé pour ses frais juridiques et les paiements de l'appartement. J'ai dit, on dirait que vous avez fait de mauvais investissements. La mâchoire de papa s'est serrée, ce n'est pas une blague. J'ai dit, tu as raison. Ce n'en est pas une. Ce sont des conséquences. Il a dit, nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Nous avons mis un toit au-dessus de ta tête pendant 18 ans. J'ai rétorqué, et je suis seul depuis. Je ne vous ai jamais demandé un centime. Maman sanglotait maintenant, nous n'avons personne d'autre vers qui nous tourner. La banque ne veut pas travailler avec nous. Nous avons besoin d'environ 47 000 $ pour éviter la saisie. Nous allons tout perdre. J'ai dit, vous avez déjà tout perdu. Vous ne l'avez juste pas encore accepté. Mon frère s'est rapproché, je te rembourserai. Je le jure une fois que je serai remis sur pied. J'ai dit, tu es un criminel condamné sans emploi. Tu ne vas pas te remettre sur pied. Il a dit, je trouverai quelque chose. J'ai dit, tu trouveras un travail au salaire minimum si tu es chanceux. Et même ça va être dur avec une condamnation pour drogue. La voix de papa est devenue froide, alors c'est ça. Tu vas juste nous regarder perdre notre maison. J'ai dit, je vis ma vie. C'est vous qui vous êtes présenté ici. Maman a attrapé ma main avant que je puisse me dégager. Elle a dit, s'il te plaît, je t'en supplie. Nous signerons des papiers. Nous mettrons ça par écrit. Nous te rembourserons avec intérêt. J'ai dit, vous ne pouvez pas vous permettre les intérêts. Vous ne pouvez pas vous permettre le principal. Vous êtes fauché. Elle s'est assise juste là sur mon sol, s'effondrant sur elle-même, pleurant. J'ai baissé les yeux vers elle, puis vers papa qui fixait le mur, puis vers mon frère qui avait l'air de vouloir disparaître. J'ai dit, lève-toi, maman. Elle n'a pas bougé, a juste continué de pleurer. J'ai dit, lève-toi. Elle s'est levée lentement, essuyant son visage avec ses mains. J'ai marché jusqu'à mon bureau, j'ai sorti mon carnet de chèques. S'ils essayaient de déformer cela plus tard,
je voulais quelque chose par écrit qu'il ne pourrait pas tordre. J'ai écrit un chèque, mis, aide familiale, sur la ligne mémo, pris une photo avec mon téléphone avant même de le détacher. Je l'ai tendu à maman. Elle l'a regardé. Son visage est devenu blanc. Elle a dit, $1 ? J'ai dit, c'est ma contribution à votre situation. $1. Parce que vous avez raison. Vous m'avez bien élevé pendant 18 ans. Alors voici $1 pour votre peine. Maintenant vous pouvez dire que j'ai aidé. Le visage de papa est devenu rouge, espèce de suffisant. J'ai coupé, ne fais pas ça. Tu n'as pas le droit d'être en colère. Vous êtes venu ici mendier et je vous ai donné ce que je pensais que vous méritiez. $1. C'est la valeur que j'accorde aux gens qui ont essayé de détruire ma vie pour sauver leur investissement. Maman fixait le chèque comme s'il pouvait changer si elle regardait assez longtemps. La voix de mon frère était calme, nous avons conduit 4 heures pour arriver ici. J'ai dit, alors vous avez gaspillé 8 heures aller-retour. Papa s'est avancé, tu sais quoi? Nous n'avons pas besoin de ton argent. Nous nous débrouillerons nous-mêmes. J'ai dit, non, vous ne le ferez pas. Vous avez profité de son soi-disant succès pendant des années. Vous vous êtes porté garant de son appartement parce que vous vouliez vous en vanter. Vous avez payé ses frais juridiques parce que vous protégiez votre propre réputation. Vous n'êtes pas venu ici pour de l'aide. Vous êtes venu ici parce que vous avez finalement réalisé que personne d'autre n'allait vous renflouer. Maman a froissé le chèque. Elle me l'a jeté. Il a rebondi sur ma poitrine. Elle a dit, la voix brisée, j'espère que tu es heureux. J'espère que tu te sens bien dans ta peau en regardant ta famille souffrir. J'ai dit, je dors très bien, en fait. 8 heures complètes. Pas de culpabilité, pas de stress. Elle a crié, nous sommes désolés. Combien de fois devons-nous le dire? J'ai dit, vous n'êtes pas désolé pour ce que vous avez fait. Vous êtes désolé que ça n'ait pas marché. Il y a une différence. Mon frère s'est dirigé vers la porte. Il a dit, c'était une erreur. Nous n'aurions pas dû venir. J'ai dit, enfin quelque chose sur quoi nous sommes d'accord. Papa l'a suivi, s'est arrêté à la porte, s'est retourné. Il a dit, quand nous perdrons la maison, quand ta mère et moi vivrons dans un appartement, payant à peine le loyer, ce sera de ta faute. J'ai dit, non, papa. C'est de ta faute. Tu as fait les choix. Je ne paie juste pas pour eux. Il a dit, tu vas regretter ça. J'ai répondu, la seule chose que je regrette est de ne pas vous avoir coupé plus tôt. Il est parti. Mon frère a suivi. Maman est restée là un autre moment, me fixant comme si j'étais un étranger. Elle a dit, je ne te reconnais même plus. J'ai dit, bien. La personne que tu connaissais était ton plan de secours. Je ne suis plus cette personne. Elle est sortie. J'ai fermé la porte derrière eux. J'ai ramassé le chèque froissé sur le sol. Je l'ai lissé, j'en ai pris une photo, je l'ai enregistré dans mon téléphone sous « Reçu ». Mon téléphone a vibré 1 heure plus tard. SMS du nouveau numéro de maman, « Maman, tu fais une énorme erreur. Nous sommes une famille. La famille est de la famille. » J'ai tapé une seule phrase en retour, « Moi, la famille ne piège pas la famille pour des crimes graves. » J'ai bloqué le numéro. Puis j'ai bloqué le numéro de papa. Puis j'ai bloqué celui de mon frère. 3 mois plus tard, ma tante a rappelé. Elle a dit, ils ont perdu la maison. Ils emménagent dans un appartement de 2 chambres dans un quartier moins cher. Ta mère travaille à temps plein à l'hôpital. Ton père fait du travail contractuel là où il peut en trouver. J'ai dit, d'accord. Elle a dit, je pensais que tu devais savoir. J'ai dit, merci pour la mise à jour. Nous avons raccroché. Mon frère a essayé de m'ajouter sur les réseaux sociaux depuis un nouveau compte. Je l'ai bloqué. Finalement, ils ont tous arrêté d'essayer. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus de meilleures histoires. Merci.